Bonjour à tous et bienvenue à Barcelonnette pour la 18e étape du Tour de France qui va partir de Gap dans quelques minutes. Parce que le public est chaud déjà là. Voilà, oui. Quelle étape encore pour les baroudeurs aujourd'hui, Laurent, entre Gap et Barcelonnette à travers les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. On va partir de Gap et ça va partir en côte, Laurent. On sera tout de suite dans le vif du sujet avec un départ en côte, un premier col, le col du Festre au kilomètre 32 et les successions vont s'enchaîner. Il y aura 5 ascensions au total, alors toutes classées en 3e catégorie, mais quand on regarde le profil, il n'y a pas 1 kilomètre de plat aujourd'hui entre Gap et Barcelonnette. Et quand on a vu la bataille hier pour que l'échappée se constitue, on risque d'avoir le même scénario aujourd'hui. Et en plus, alors là je me tourne plus vers Franck, c'est une étape hyper visuelle aujourd'hui. On va être en balcon du lac de Serponçon. Des deux côtés, ça va être absolument magnifique. C'est génial parce que Franck, pour la 12e fois, va nous parler du lac de Serponçon. Eh bien, je ne m'en lasse pas. Vraiment, il y a encore des petits détails que l'on ne connaît pas sur ce lac. Et à la limite, je dirais que ça se passe de commentaires tellement c'est beau. Donc peut-être que je vais vous surprendre, Laurent, et que je ne dirai rien sur le lac de Serponçon, mais vous en aurez plein la vue parce que nous avons préparé cette étape avec énormément de survols, de moments visuels absolument extraordinaires. Gap, c'est la capitale douce des Hautes-Alpes. Gap, c'est une ville très agréable où nous sommes déjà passés hier. Donc, d'ailleurs, vous allez voir que pendant toute une partie de l'étape, là, au début de l'étape, nous allons reprendre notre route à l'envers, si je puis dire. Gap, c'est une ville qui a beaucoup bénéficié de la proximité relative d'Avignon et du fait qu'un de ses prieurs ait été élu pape d'Avignon, Innocent VI, et c'est ce qui a donné à la ville tout son développement, notamment commercial et de négoce. On était au Moyen-Âge, on vendait des peaux, on vendait des étoffes et du drap dans cette ville de Gap qui donc s'est enrichie. Et toutes les belles villes que vous verrez toujours ont toujours connu une période de grande prospérité. Alors, si vous avez une chose à faire à Gap, à mon avis, c'est d'aller voir. Ça tombe bien parce que nous l'avons sous les yeux. Alors écoutez, on aurait voulu le faire, ça n'aurait même pas été aussi bien. C'est de vous rendre au musée départemental des Hautes-Alpes où vous verrez un certain nombre de vestiges locaux, mais surtout vous verrez un des chefs-d'œuvre de la statuaire romaine locale qui a été découvert au tout début du 19e siècle à Briançon. C'est ce qu'on appelle la stèle de Briançon. C'est une stèle funéraire du 1er siècle et ça se visite au musée de Gap. Et nous faisons une toute petite boucle, mais par hélicoptère, jusqu'au sud de Gap pour voir ce château de Tallard. C'est un château médiéval, vous le voyez bien, qui a été construit, on va dire, au XIVe siècle. Ne me demandez pas quand il a été détruit, quoique il a fait partie des nombreuses propriétés de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Vous savez, l'ordre des Hospitaliers qui, avec celui des Templiers, était un des deux ordres à la fois monastiques et militaires de Terre Sainte. Et ça part en côte, Laurent. On est sur la grande route là, qui monte sur Veynes et sur le Dévoluy parce qu'on va refaire une boucle dans le Dévoluy en début d'étape. Voilà, on contourne le Dévoluy par la droite cette fois, en allant monter ce col de Festre. Première difficulté répertoriée, départ exigeant donc, et ensuite les coureurs passeront à proximité de Gap pour aller chercher les autres difficultés ensuite. Oh, regardez ce randonneur solitaire là, sur ses crêtes, c'est magnifique. Et il a bien de la chance, lui. Nous nous rapprochons là du pic de Bure, puisque nous allons au départ du village de Raboux, sur ce qu'on appelle le sentier des Bancs. Regardez comme ce sentier est dessiné, si je puis dire, pour le VTT. C'est un endroit tout simplement magnifique. Voilà une belle promenade qu'on puisse faire dans cette région calcaire où toute la falaise est creusée et où l'on a pu établir ce sentier de randonnée. Ouais. Alors, faut pas se louper. J'allais dire, il faut quand même être un peu habile. Parce que là, il n'y a pas de parapet, attention. C'est vrai que la marche est haute, là, quand même. Oh, faut un petit bagage technique, quand même. Ah oui. On voit bien toutes les strates avec le ravinement et l'érosion. C'est assez beau. Quand vous aimez la géologie, la région est oh là là, là merveille. là, ouais. C'est beau, hein? Ah ouais, oui, ça c'est beau. Ça vous colle le vertige, mais Alex, complètement, Franck. Ça me donne des hauts le cœur. Mais c'est magnifique. Ouais, c'est perché comme ça sur ce promontoire. C'est au-dessus, bien sûr, de la vallée du Buèche dont on parlait hier. C'est lui qui a creusé au fil des siècles cet extraordinaire canyon. Interdit de doubler, là. Il faudrait demander à Thomas ce qu'il en pense, mais à mon avis, il vaut mieux pas. Oh là là, c'est magnifique, mais alors... Somptueuse image. Merci beaucoup à Anthony Forestier et à ses équipes.
Le château de Montmaur, dans la commune du même nom. Donc on est dans ce fameux angle dont nous parlions. Le 12 juin 1942, François Mitterrand arrive dans ce château de Montmaur. Il est à l'époque fonctionnaire du régime de Vichy, mais intéressé déjà par la résistance. Et il découvre à Montmaur une organisation qui réinsère les prisonniers de guerre. Ça s'appelle la Chaîne. En fait, leur véritable travail, c'est de faire évader le plus possible de prisonniers. Tout ça est dirigé par un certain Antoine Mauduit qui va complètement fasciner François Mitterrand, qui fait ses débuts à ce moment-là dans la résistance. Température, vous l'avez vu, 29 degrés. Toute la première moitié de l'étape d'aujourd'hui, avant que nous ne partions vers le lac de Serponçon, vers les Alpes de Haute-Provence et Barcelonnette, toute cette première moitié, c'est une sorte de grand tour du massif du Dévoluy qui accueillait hier l'arrivée de la 17e étape. Et donc nous avons sur le côté droit du parcours, hein, à main droite des coureurs, nous avons ce massif avec son célèbre pic de Bure. Que voici, le pic de Bure. Vous vous rappelez, nous l'avions vu hier, hein, avec ses radios, tout son équipement d'interféromètre. Voilà. Ce pic de Bure, c'est le 3e plus haut du massif, hein. Il culmine à 2709 mètres. Alors, vous avez vu quel est son profil, cette pente relativement douce, tout est relatif du côté de l'ouest. Et puis, à l'est, cette espèce de grande muraille, là, ce pilier vertical de 600 mètres qui domine la station de sport d'hiver de Super Dévoluy. Et puis donc, tout cet équipement de l'interféromètre du pic de Bure. Donc c'est vrai qu'avec la tension quand on est à bloc, je peux vous assurer que des fois on enlève l'oreillette, des fois on maudit le directeur sportif, mais le directeur sportif c'est son travail, il doit solliciter ses coureurs. Et l'oreillette ça sert aussi à ça, de faire en sorte que le coureur il baisse les bras, même quand c'est dur, parce que c'est dur pour tout le monde, sauf pour Pogacar, Vingegaard et Evenepoel. Le passage au sommet du col du Festre. Il y a 2 points à aller chercher. Ce sera pour Lascano, certainement. Personne ne va visiblement lui disputer la première place ici au sommet. Carapaz, il arrive Carapaz, vite. il arrive. Attention à Lascano qui y croit, mais... Non. Ah, trop tard pour Carapaz. Il y a 10 points distribués aujourd'hui. Un aperçu sur ce qui nous attend. Nous allons arriver d'ici quelques minutes au lac de Sautet, tout à fait dans le nord de notre parcours. Nous sommes passés par Saint-Didier, vous avez vu, on a survolé rapidement ce village, bien connu des amoureux de la musique classique, puisqu'il y a lieu depuis 35 ans, tous les jeudis de l'été, le fameux festival Musique en Dévoluy. Et puis c'est dans le cimetière de Saint-Didier qu'avaient été dispersées en 2007 les cendres de l'alpiniste René Demaison, qui avait fait l'objet, vous savez, de toute une polémique, d'une controverse au moment du sauvetage des Grandes Jorasses en 1971, et qui a ouvert une voie pour escalader le pic de Bure. Hein. C'était en 1961, la voie de Maison. Ah, le lac du Sautet. Le voilà, le lac du Sautet. Alors c'est une réserve d'eau, bien sûr, c'est pas un lac naturel, hein, c'est une réserve d'eau créée par Électricité de France. Il y a eu un barrage qu'on a fait sur le Drac, juste un peu en aval du confluent du Drac avec la Souloise sur laquelle nous sommes passés tout à l'heure. On a vu Jasper Philipsen, bien isolé Oui, à l'arrière du peloton. Je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Il a dû très certainement faire une pause. Pause pipi, mais là il était vraiment de côté gauche, donc il ne profite pas du sillage des voitures, il attend que ça passe, la file. Il a du métier, Philipsen, il va revenir dans la file des voitures. Et on prend des nouvelles d'Oscar Only, distancé sur incident mécanique du groupe de tête. Où en est-il, Oscar Only, Thomas?
Oh là 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 là, je vais vous raconter son histoire. Oscar Onley, j'ai fait un petit pointage. Il était à 35 secondes après avoir été dépanné. Ensuite, sa voiture de directeur sportif a eu la bonne idée de venir alors qu'il était tout seul dans la cambrousse, le pauvre Oscar. Elle s'est mise devant lui, comme si de rien n'était, sauf qu'il y a un arbitre qui est venu faire des grands gestes dans tous les sens. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de rechanger de vélo. Il ne devait pas avoir le bon vélo, je ne sais pas, un peu de précipitation. Donc, il a à nouveau changé de vélo. Le voilà à nouveau tout seul dans la cambrousse. Il parle de nouveau à l'oreillette. Il a sa voiture de directeur sportif derrière lui, ce coup-là. Donc, il n'est plus à 35 secondes. Je pense qu'il est plutôt à 50 désormais. Et s'il revient, eh bien, il aura laissé beaucoup de force. On l'écoutera dans quelques instants. Ah oui, parce qu'il y a un barrage voûte là. Hein. Il faudrait que peut-être pas le manquer, ce barrage du Sautet, vous voyez, ce lac du Sautet qui fait donc 350 hectares, hein, cette retenue d'eau dont je vous parlais, à la croisée des départements des Hautes-Alpes et de l'Isère. Alors, comme toujours, lorsqu'on a comme ça un lac artificiel, on y a aménagé toute une base nautique avec la possibilité de faire des randonnées en kayak de mer, en bateau électrosolaire. Ça, c'est la nouveauté, n'est-ce pas? Même en bateau électrique, tout simplement. Vous voyez la beauté des lieux. Alors là, le niveau de la retenue d'eau, le niveau du lac du Sautet est relativement faible, avec ce viaduc au sommet qui permet à la course de passer. Et le voilà, ce barrage voûte dont on pourrait presque avoir l'explication technique par Laurent Jalabert. Il retient l'eau, tout simplement. Il est vaguement conique, hein, vous avez vu. Oui. C'est un bel ouvrage d'art. C'est un barrage voûte et non pas un barrage Wout van Aert. Ça me permet de faire la transition pour lancer l'interview de Van Aert qu'il nous tarde d'entendre, n'est-ce pas? Raoul Garcia, Pierna pour l'équipe Arkea BNB Hotel, Louis Mentiès pour l'équipe Intermarché Wanty, Georg Zimmermann également à l'avant pour l'équipe Intermarché Wanty, Oscar Onley lui est en chasse-patate, on a Frank Vandenbroek pour l'équipe DSM, Tobias Johannesson pour l'équipe Uno X et 4 coureurs de Total Energy, Steph Kras, Mathieu Burgodeau, Jordan Jegat et Matteo Vercher. Julien Bernard, c'est un coureur qui va certainement essayer d'attaquer de loin. C'est un garçon qui sent bien la course, qui a une bonne stratégie. Ils sont deux en plus dans cette formation avec Tom Skynes qui est peut-être meilleur grimpeur que lui. Donc non, on va jouer sur plusieurs tableaux aujourd'hui. Et puis comme il sent bien la course, je pense qu'il va observer un peu les mouvements de course. On se souvient de son championnat de France, il était tout seul au départ. Oui. Et ça l'a pas empêché d'aller prendre une belle deuxième place.